Cette émission vous est Chaque année, présentée avec on vidéo rapporte une centaine description. de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'essaie de repenser, j'essaie de voir s'il y avait des petits messages quelque part. Un peu, mais pas rien là, qui aurait pu me faire penser qu'il y avait un drame qui se jouait là. C'était un choc, là. Je veux dire, il faut bien comprendre que on n'y croit pas au début. C'est pas du déni, hein. C'est qu'on n'embarque pas dans la situation. Nous, on arrive à un moment de la vie des gens extrêmement dramatique et tout ce qu'on reçoit, c'est ça, c'est-à-dire une image de quelqu'un qui a commis un geste criminel. Mais cette personne-là, elle a fait une vie exemplaire jusque-là. Ça m'avait pas passé à l'esprit. Quand on est revenu, on a vu que l'auto était plus là et c'est là que mon père a commencé à être inquiet et que l'histoire a commencé. Le lundi 14 août 2006, en début de soirée, Louise Desnoyers quitte sa maison du quartier Ahuntsic à Montréal avec son fils Nicolas, alors âgé de 8 ans. Après l'avoir prudemment attaché à son banc d'appoint, elle démarre la fourgonnette. Nicolas est très heureux, car il arrive rarement que sa mère l'amène faire une balade en soirée. Le lendemain de leur départ, le 15 août 2006, la fourgonnette de Louise Desnoyers est retrouvée abandonnée sur un terrain riverain du lac Champlain. Il y a du sang partout, à l'avant du véhicule et autour du siège du conducteur. Le siège du conducteur est incliné vers l'arrière et il est plein de sable. Il y a aussi pas mal de sable sur le plancher. Le véhicule est aussitôt considéré comme une scène de crime et on appelle du renfort pour retrouver les possibles victimes et leurs assaillants. Le lundi 14 août 2006 à Montréal, Réal Langlois décide de faire des courses avec son fils aîné, Maxime. Vers 21h, en rentrant chez lui, il réalise que sa conjointe Louise et leur fils cadet Nicolas ne sont pas là. Leur absence à cette heure tardive de la soirée, en semaine, est inhabituelle et Réal commence aussitôt des recherches. J'ai appelé ses parents, j'ai appelé ses frères, sœurs. Sa sœur m'a recommandé d'aller au poste de police. Elle m'a dit qu'il faut qu'il la retrouve, elle puis l'enfant. Tandis que Réal s'inquiète, Louise roule. La route est belle et l'enfant s'est assoupi. Autour de 21h, Louise passe au poste frontalier de Roses Point, dans l'État de New York. Le douanier jette un vague coup d'œil à l'intérieur du véhicule et, n'y remarquant rien d'inhabituel, l'autorise à poursuivre sa route. La fourgonnette emprunte la route du Vermont et se dirige tout droit vers un chalet sur West Shore Road, à Île-la-Motte, situé à une demi-heure de la frontière canado-américaine. Vers 22h ce soir-là, Réal Langlois finit par accepter la suggestion des proches de Louise. Car à cette heure, la mère de famille serait normalement à la maison et Nicolas serait déjà au lit, paisiblement endormi. Je dis, il y a quelque chose d'anormal. Moi, le danger que je voyais, c'est qu'il lui arrive un accident d'auto. Réal se rend au poste de police de son quartier pour signaler la disparition de sa femme. Je suis dans le poste, il y a un policier qui est là. Je lui fais part de mes
mes craintes, puis il me dit « Je peux pas t'aider, le poste est fermé. » Je dis « Ben, écoutez, je suis là. » Il dit « Ouais, mais on a oublié de barrer la porte à 10 heures. Faut que tu appelles le 911, c'est le protocole. » Réal rentre chez lui et contacte aussitôt les autorités. Sa déclaration alarme suffisamment les policiers pour qu'ils se rendent à sa résidence vers 1h du matin dans la nuit du 14 au 15 août. Les policiers viennent nous voir suite à l'appel. Ils prennent les renseignements, les détails, une photo, les enregistrements de voiture, couleur de voiture, en quoi que c'est habillé, tout ça. Les noms des parents, des téléphones d'amis, des choses où ils peuvent aller voir puis aller visiter. Les premières vérifications policières calment temporairement l'anxiété de Réal Langlois. On n'a rien trouvé. Il n'y a pas d'accident d'auto rapporté avec ce véhicule-là. Donc déjà, ça t'apaise de penser, bon, ben il n'y a pas arrivé d'accident, tu sais. Mais l'accalmie est de courte durée. Le lendemain, toujours sans nouvelles, Réal cède à la panique. Vers midi, il appelle la meilleure amie de sa femme, espérant qu'elle puisse lui révéler un projet qu'il aurait ignoré. Bien, premièrement, Réal m'a téléphoné pour me dire « On cherche Louise. Elle est partie. Elle est partie avec Nicolas. Je la retrouve pas. Est-ce qu'elle est chez toi? » Non. Fait que là, voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, elle est pas venue coucher hier. Bon. Alors, je m'en vais chez moi, là. C'est comme, je peux plus travailler, je peux plus fonctionner. Au même moment, à Île-la-Motte, des enquêteurs de l'État du Vermont se rendent sur les lieux où une fourgonnette abandonnée a été retrouvée. J'ai reçu un appel du bureau du shérif de Grand Isle. Il m'a dit que des policiers avaient été contactés et s'étaient rendus sur la rive est d'Île-la-Motte et qu'ils avaient trouvé un véhicule immatriculé au Canada. La scène est très suspecte et soulève plusieurs questions. Pourquoi il y a du sang dans le véhicule? Et pourquoi il n'y a personne à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers commencent aussitôt à explorer les alentours. À moins d'une vingtaine de mètres de la fourgonnette, ils découvrent Louise Desnoyers dans un hangar. Elle avait un sac sur la tête. Elle avait une chaîne enroulée autour du cou. Elle avait des coupures. Et elle saignait. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins parce qu'elle était très mal en point. Ils parviennent finalement à la libérer du sac en plastique qui recouvre sa tête et la sauvent in extremis d'une mort certaine. Desnoyers est immédiatement transporté aux urgences du Northwest Medical Center à Saint-Alban. La femme gît entre la vie et la mort. Inconsciente, elle laisse les enquêteurs déconcertés par l'état dans lequel elle a été retrouvée. Pourquoi Louise Desnoyers s'est-elle rendue au Vermont? A-t-elle été victime d'un agresseur dangereux? Et où est Nicolas? Le 15 août 2006, à Île-la-Motte, dans le Vermont, des policiers trouvent une fourgonnette abandonnée tachée de sang. À quelques mètres du véhicule immatriculé au Québec, ils découvrent sa propriétaire, Louise Desnoyers, gravement blessée. Plus de 12 heures après avoir signalé la disparition de sa femme, Réal Langlois reçoit enfin un appel. Louise a été retrouvée, mais les circonstances laissent croire qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours. Il semble qu'elle ait en fait tenté de se suicider. Même si Réal avait déjà entendu Louise proférer des menaces de suicide par le passé, la nouvelle le bouleverse. À l'époque, je ne concevais pas qu'elle pouvait passer à l'acte. Je ne pensais pas qu'elle était... qu'elle avait un trouble de personnalité et que ça pouvait amener à ça. Est-ce qu'il faut demander de l'aide tout de suite ou si elle dit ça juste comme ça dans les airs? C'est difficile de peser le pour, le contre, qu'est-ce qu'il fallait faire. T'sais. On n'est pas des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie et c'est difficile d'intervenir. Unfortunately, in
Il y a beaucoup de gens qui disent des choses et, dans 99% des cas, ils n'y donnent pas suite. Mais il y a un infime pourcentage d'entre eux qui touchent le fond et qui font des choses qu'on ne s'explique pas. Mais ce jour-là, la réalité frappe Réal de plein fouet. Les sauts d'humeur de Louise dissimulaient un mal-être profond qui n'avait jamais été diagnostiqué. Réal est forcé de faire un retour sur sa vie passée auprès de Louise. Le matin du 14 août, 24 heures avant qu'on l'eût retrouvée, Louise et Réal ont une longue discussion. Au cours de la trentaine d'années où ils ont vécu ensemble, les disputes se sont multipliées et ils considèrent maintenant qu'il est préférable de rompre. C'est elle qui a abordé le sujet, elle avait l'air d'être d'accord, mais à la fin de la conversation, elle dit si on se sépare, je me suicide. Ben là, ça fait 2 heures qu'on discute de ça, puis si on arrive à cette conclusion-là, puis t'arrives avec le suicide. T'sais. Le matin, c'est ce qui est arrivé, le matin du 14, là, du 14 août. Alors, moi, j'étais tout à l'envers. Là. Très souvent témoin des disputes de ses parents, Maxime protège son jeune frère Nicolas. Mais l'impuissance des enfants devant les conflits de leurs parents commence à faire des ravages. Je l'ai toujours éloigné avant que la chicane commence. On sortait dehors ou bien on allait dans une autre pièce, on allait jouer des jeux vidéo, on écoutait la télé ensemble. Ou sinon, des fois, qu'est-ce qui arrivait, c'est j'allais reconduire chez un ami. Donc, je l'éloignais toujours de ça pour pas qu'elle ait vu ça puis qu'elle entende les parents chicaner. Malgré la menace de suicide de Louise, ce matin-là, Réal, habitué aux sauts d'humeur de sa conjointe, part travailler. Le matin, il avait dit je me vois sous 6 pieds sous terre. Fait que le matin, moi, mon père, il me dit, viens me voir, il dit ouais, surveille ta mère comme il faut aujourd'hui. Fait que je suis resté à la maison. Puis je checkais ça, elle avait l'air de bien aller, tout. Vers 17 h, Réal revient du travail en appréhendant sa rencontre avec Louise. Mais elle lui assure que son intention de mettre un terme à sa vie s'ils se séparaient était bien exclue. Quand je suis revenu, elle a dit mes paroles ont dépassé ma pensée. Alors, qu'elle n'avait pas l'intention de se suicider ou quoi que ce soit. À son étonnement, Louise ne hausse pas le ton et la discussion concernant la rupture reprend là où il l'avait laissée le matin même. Ils conviennent qu'ils ont besoin de prendre du recul pour juger de ce qui est le mieux pour le bien-être de Maxime et Nicolas. Moi, j'ai dit, OK, parfait, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller. Essaye pas de me rejoindre pour un certain temps. Garde les enfants, garde la maison en attendant, puis on verra qu'est-ce qu'on fera plus tard. Moi, là, je me séparais pas pour que ce soit définitif. J'ai dit, on va se séparer pour prendre un temps pour réfléchir. Pour abaisser la tension, Réal décide alors d'aller faire des courses avec son fils aîné. Quand je suis parti de la maison, je devais aller chercher Nicolas, qui était 3 maisons plus loin, sur une voisine, avec un de ses amis, pour lui expliquer qu'est-ce qui était pour se passer. OK? Mais elle est sortie de la maison pour me dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux qu'on se sépare de ça? Je dis oui. Et là, elle est partie dans la maison, et moi, je suis parti. Et j'ai complètement oublié d'aller le chercher. On n'était pas loin, on était allé au marché central. Là. Puis au marché central, j'ai eu un mauvais feeling. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. On n'a pas été chercher Nicolas, il n'a pas expliqué qu'est-ce qui va se passer. Et mon plus vieux nous disait, écoute, il n'y a pas de danger, c'est un voisin. On est dans une famille où il n'y a jamais eu de violence physique. Il n'y a jamais eu de quoi que ce soit qui pourrait présumer qu'un des 2 enfants pourrait être en danger de quoi que ce soit. Lorsqu'ils reviennent chez eux, Réal et Maxime découvrent rapidement que Louise est allée chercher Nicolas et qu'elle est partie avec lui. Suite à des disputes conjugales, la mère de famille a souvent déserté le domicile pour quelques heures. C'était toujours, OK, ils sont sûrement quelque part, je vais dormir, puis demain matin, je vais me réveiller, puis ils vont être revenus. Mais le lendemain, Louise Desnoyers ne revient pas à la maison. Elle est plutôt admise à l'hôpital Northwest Medical Center dans l'État du Vermont. Malgré la barrière linguistique,
un des enquêteurs affectés au dossier parvient à lui soutirer de l'information. L'enquêteur a réussi à obtenir de Louise Desnoyers 2 numéros de téléphone. Un où il n'y avait pas de service et un autre qui était au domicile de Réal Langlois. Eux, ils disent qu'ils ont trouvé ma femme qui a essayé de se suicider. Et là, je leur pose la question, et l'enfant, l'avez-vous retrouvé? Et là, ils sont surpris qu'il y a un enfant qui est recherché. La nouvelle déconcerte les policiers américains. Étonnamment, on ne les avait pas informés que Louise Desnoyers était partie du Québec avec l'un de ses fils. L'histoire prend une toute autre tournure. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver un jeune enfant de 8 ans. Et considérant l'état de la mère, ils doivent faire au plus vite afin de le retracer. À ce moment-là, on essaie de comprendre où peut bien être ce garçon-là. Est-ce qu'elle l'a laissé à une station-service et elle s'est sauvée pour aller se suicider? Est-ce qu'elle a trouvé une garderie? On pense à tout ce qui pourrait nous permettre de retrouver ce petit garçon-là. La fourgonnette de Louise Desnoyers a été retrouvée sur la côte Est. Les policiers y découvrent plusieurs gallons de lave-glace vides. Et en fouillant davantage, l'un des enquêteurs relève un détail qui orientera leurs recherches sur un autre territoire. Il a remarqué un élément important relativement au sable qu'il y avait sur le siège et sur le plancher du véhicule. Il a dit qu'il n'y avait pas de sable du côté est d'Île-la-Motte, qui est plutôt rocailleux, et que pour trouver du sable, il fallait aller du côté ouest. Les enquêteurs se dirigent aussitôt de ce côté pour y effectuer d'autres recherches. J'ai trouvé un chalet avec un abri à côté du garage. Il y avait une serviette de plage et d'autres objets par terre dans l'entrée. Il y avait aussi une pancarte à louer sur la résidence. Mon attention a été attirée par 2 contenants en plastique sur le bord de l'eau. Il y avait aussi une veste bleu foncé. En allant les inspecter, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même sorte de contenant de lave-glace qui avait été trouvé dans le véhicule de Louise Desnoyers, sur la rive Est. L'enquêteur regarde le lac, mais l'eau est boueuse et noire, et il ne peut rien y voir. La seule façon de découvrir ce qui a bien pu arriver à Nicolas, c'est d'obtenir des renseignements de Louise Desnoyers. Un enquêteur retourne alors à l'hôpital. Malgré son état de santé précaire, Louise Desnoyers parviendra-t-elle à colliger ses souvenirs assez rapidement? Y a-t-il encore un espoir de retrouver l'enfant vivant? Le 15 août 2006, après avoir découvert Louise Desnoyers qui vient d'attenter à ses jours, des policiers américains apprennent que dans les heures précédant le drame, elle était accompagnée de Nicolas, son fils de 8 ans. Réal Langlois fournit des photos de Nicolas qui sont acheminées aux enquêteurs américains. Dans l'espoir d'obtenir de précieux indices de Louise Desnoyers, un enquêteur spécialisé en techniques d'interrogatoire est dépêché à l'hôpital. On avait de sérieuses craintes sur le bien-être de l'enfant et on voulait qu'elle nous dise où se trouvait son fils. Alors l'enquêteur, qui est très bon pour interroger les gens, est allé à l'hôpital. Il a dû surmonter la barrière de la langue parce que Louise Desnoyers parlait pas très bien anglais. Elle est toujours à demi consciente et peine à s'exprimer. L'enquêteur lui montre la photo de son fils et, malgré son état, la presse de questions. Louise Desnoyers passe aux aveux. Elle a noyé Nicolas dans le lac Champlain. Les policiers savent maintenant que Louise Desnoyers a tué son fils et qu'ils enquêtent sur un homicide. Ils doivent tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite le corps de l'enfant. Ils ont également la lourde tâche d'annoncer à Réal Langlois la mort de son fils.
T'as de la misère à croire ce qui vient de t'arriver, là. C'est tellement subi. Ta vie bascule, là. Tu viens de perdre deux êtres que tu as bien aimés. Malgré l'immense tristesse qui l'envahit, Réal trouve la force de se rendre sur les lieux du crime. Mais là, ils voyaient rien. En plein jour, alors ils ont fait des recherches. Avec la garde côtière, avec la police, les bateaux, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a du courant, là, c'est l'endroit où l'eau va vers la rivière Richelieu. L'enquêteur appelle aussitôt la garde côtière. Et vers 16 h ce jour-là, un plongeur repère le corps du jeune garçon, qui est à 1 mètre de profondeur sous l'eau, à 5 ou 6 mètres au large. He was obviously deceased. Il était décédé. We prepared an underwater camera to... On a préparé une caméra pour prendre des images sous l'eau. Nicolas était attaché au câble d'une bouée utilisée pour amarrer une embarcation au milieu de l'eau. Il était retenu à ce câble-là par une courroie en nylon noir d'environ 4 pieds de long. On transporte le corps de Nicolas à la morgue, où Réal a la lourde tâche d'en faire l'identification. Je suis allé à la morgue. Vous savez, quand ça arrive, là, vous ne voulez pas le croire. Hein? C'est quand vous le voyez et vous le touchez là, que vous vous rendez compte que la vie n'est plus là. Quand mon père m'a appelé au téléphone, il a dit ils l'ont retrouvé, il est mort noyé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le téléphone sur la table. Je suis allé où il y avait les photos de ma mère. J'ai pris une de ses photos, je l'ai regardée, je l'ai laissé tomber à terre. Puis je suis monté dans la chambre de mon frère, puis je me suis mis à pleurer. Si le jeune garçon a effectivement été tué par sa mère, on se retrouve avec une enquête sur un homicide et on doit bâtir un dossier. Et pour bâtir un dossier, on a besoin de connaître l'historique des événements qui ont mené au 15 août 2006. Réal Langlois et Louise Desnoyers se sont rencontrés en 1976, alors qu'ils étaient tous les deux sauveteurs à la ville de Montréal. Louise l'a connu, elle avait 18 ans. Alors, c'était son premier. Alors, c'était l'homme de sa vie. Ils étaient en amour, ces deux-là. Passaient tout leur temps ensemble. Ils travaillaient ensemble l'été. Et puis après ça, Louise l'a supporté beaucoup parce que Réal a fait beaucoup d'études. À l'époque, Réal étudiait dans le but d'obtenir son diplôme de comptable agréé et Louise poursuivait des études universitaires en éducation. Les enfants l'adoraient. Les enfants voyaient en elle une autre mère, puis peut-être des fois même une meilleure mère, parce qu'elle était... elle les aimait. Elle faisait attention à eux. Elle restait à l'école. Elle avait le choix d'aller soit en médecine, soit en éducation, mais l'éducation était vraiment le domaine dans lequel elle devait aller. Travailler avec les enfants, elle aimait les enfants, elle aimait beaucoup enseigner aux enfants. Elle avait ça dans le sang, là. Elle était dévouée à l'enseignement. En 1992, le couple connaît le bonheur d'avoir un premier enfant. Mais Louise fait une dépression postpartum qui exige une hospitalisation. Sa première dépression est arrivée après la naissance de son plus vieux, où à ce moment-là, moi, je l'ai appelé, j'appelais, j'avais pas de nouvelles. Puis à un moment donné, son conjoint m'a parlé, puis il m'a dit « Louise est à l'hôpital, elle est en dépression nerveuse, ça va pas bien. » Je dis « Voyons, elle est à l'hôpital, dépression nerveuse, on n'hospitalise pas pour ça. » Et puis il dit « Oui, elle est là pour au moins une semaine, elle est allée au plus profond là, de la dépression. » Louise doit quitter temporairement son emploi. Elle obtient un congé de maladie et poursuit une thérapie. J'ai jamais su la raison des consultations. On n'en parlait pas. Malgré ces embûches, la vie du couple reprend lentement un cours normal. Après 7 ans de vie commune, le couple envisage l'avenir avec optimisme et rêve d'avoir d'autres enfants. En
En 1998, un second fils naît, Nicolas. Ben, il était très énergique. C'est comme de la vie pure, là. On le voit, lui, il profite de la vie. Il avance dans la vie, il fonce dans la vie. Même si elle a succombé à une deuxième dépression postpartum après la naissance de Nicolas, Louise, avec les années, s'est rétablie. Elle est une mère très attentionnée qui veille sur ses enfants. Mais elle semble anxieuse et tente de tout contrôler. Il fallait toujours bien paraître qu'on allait ailleurs. Même si c'était des petites soirées entre amis, il fallait que tout le monde soit habillé chic, il fallait toujours, dans un certain sens, mieux paraître que les autres. Donc, ça, en même temps, ça devient un peu maladif. C'est toujours, justement, exagéré, un peu comme sa maladie qui est borderline, qui fait beaucoup plus de sens maintenant qu'on sait que c'est vraiment noir ou blanc, il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment extrémiste comme mentalité. Donc, elle, vraiment, c'était toujours à l'extrême. Avec les années, le couple multiplie les scènes qui laissent de profondes cicatrices sur les enfants et sur la famille tout entière. Dans un couple, vous avez toujours des moments où il y a des désaccords, il y a des moments où il y a des accords, il y a des moments où c'est agréable, il y a des moments où c'est moins agréable, et ça fait partie de la vie. De là à penser qu'il y a un problème quelconque, plus chronique, bien souvent, tu penses que la personne, elle est comme ça, là, tout simplement. C'est son trait de caractère, puis bon, tu t'habitues à son trait de caractère, comme elle s'habitue à mon trait de caractère, puis... Quand on est jeune, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière ça. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils chicanent, puis tu te demandes pourquoi, puis ça finit toujours par penser que c'est peut-être de ma faute. C'est à cause des devoirs, à cause de l'école, à cause que je performe pas. Louise est imprévisible et secrète. Lors de sorties familiales, elle peut passer de la joie à la colère d'un instant à l'autre, sans que personne ne puisse déceler ce qui fait changer son humeur et sans qu'elle n'éprouve le besoin de s'expliquer. Pour le commun des mortels, il est alors difficile de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un trouble d'ordre psychologique. Le trouble de personnalité, ça fait partie de la façon dont on est construit. Alors, dans cette construction-là, il y a des failles. Et dans ces failles-là, ça amène la personne à avoir des difficultés très importantes à gérer ses émotions, qui peuvent devenir très extrêmes d'un moment à l'autre. On a de la misère à les suivre, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup ils deviennent très en colère, puis pourquoi tout d'un coup ils deviennent submergés par la détresse puis la tristesse. Le climat s'envenime. Le 30 septembre 2002, Réal organise une fête surprise pour célébrer les 45 ans de Louise avec ses amis. Il a très hâte de voir sa réaction, car il a mis beaucoup de soin à préparer cette soirée. Mais Louise réagit bizarrement. Elle a vu le monde qui était là, elle a comme figé, partie à pleurer, s'est en allée dans les toilettes. Je comprenais pas la réaction du tout. Ensuite, elle est revenue. Même des gens ont été très surpris de la voir réagir de cette façon-là, à cet âge-là, d'ailleurs. C'est quand même quelqu'un d'intelligent, qui a un background de vie. Je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais eu d'explication non plus là, sur cette réaction-là. Et durant la soirée, vers la fin de la soirée, on était rendu au digestif. Elle jasait avec ses amis, puis il y a une de ses amies qui a fait une remarque qui semble l'avoir déplu. Elle s'est levée, elle est partie. Selon moi, l'hypothèse que j'ai, c'est peut-être parce que justement, elle n'était pas en contrôle de la situation. Qu'elle n'a pas aimé ça, puis ça l'a fait réagir. Parce qu'elle aimait beaucoup contrôler son environnement, donc ça est arrivé dans un environnement qu'elle ne contrôlait pas du tout. Donc, c'est pour ça que, selon moi, qu'elle a réagi comme ça. Quand on est dans la situation, c'est probablement beaucoup plus difficile d'en évaluer la portée puis l'intensité. C'est sûr que c'est un indice, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Est-ce qu'elle a déjà donné des indices de cet ordre-là avant? Parce que des fois, pour l'entourage de gens qui ont un trouble de personnalité, à un moment donné, ils voient plus les indices. Ils sont essoufflés. Ils ont tellement été débordés par toutes sortes d'explosions à gauche et à droite qu'ils deviennent comme un peu anesthésiés. Les chicanes s'intensifiaient.
Ça s'ostinait vraiment pour tout et rien. De plus, là, mon rôle d'arbitre, il venait encore plus intense. Là. Moi, pour jouer le jeu, je disais, OK, oui, peut-être, mais il y a telle affaire, pourquoi il aurait fait ça? J'essayais de faire du pourparler entre les deux pour essayer de régler ça, mais ça marchait jamais. Et par la suite, quelques années avant que ça arrive, le drame, je disais à mon père, OK, il est peut-être temps que tu la laisses, tu sais, ça marche plus entre vous deux. Puis il dit, ouais, mais je pense à vous, puis vous, comment vous allez vivre la séparation. La relation entre Louise et Réal devient très tendue et le climat familial s'en ressent. Quel événement fera basculer le cours des choses et entraînera Louise dans une folie meurtrière? En 2002, Louise Desnoyers et Réal Langlois sont en couple depuis plus de 25 ans. Mais leur relation bat de l'aile depuis un bon moment. La situation s'envenime encore plus après qu'une fête surprise organisée pour Louise tourne mal. En juillet 2006, 3 semaines avant le drame, un autre incident va venir ébranler Réal bien malgré lui. Ce soir-là, Nicolas avait un match de baseball. Là, on s'est engueulé dans la voiture. Là, je voyais que ça n'allait pas du tout. Là, j'ai stationné la voiture, je suis sorti, j'ai dit, moi, je vais retourner chez moi. Puis comme ça, la poussière va retomber. Plutôt que de faire ça, elle est sortie de la voiture, elle a dit, ben moi aussi, je suis capable de faire ça. Et là, elle a laissé la voiture en marche avec l'enfant dans la voiture. Et l'enfant, lui, a passé par-dessus le siège et s'est mis au volant de la voiture. La voiture est en marche, là. Moi, je me suis retourné, j'ai vu l'enfant dans la voiture. Et là, je suis parti à courir, puis j'ai crié qu'il touche pas à rien. Parce qu'il était comme ça avec le volant, là. Puis... Quelques semaines plus tard, le 14 août, après de longues discussions, le couple décide de rompre. La décision est difficile, mais rien ne laisse présager la suite tragique des événements. Vers 22 h la même journée, sur la rive ouest d'Île-la-Motte, au Vermont, Louise et son fils Nicolas arrivent à un chalet que la famille a déjà loué des années auparavant. Nicolas a de formidables souvenirs de vacances à ce chalet. Mais il commence à manifester de l'impatience et demande à rentrer à la maison. Louise l'invite plutôt à enfiler son maillot de bain. Le jeune garçon s'exécute dans l'obscurité de la nuit. Sa mère l'amène sur la plage donnant sur le lac Champlain. Les deux s'assoient au bord de l'eau. Quand tu as 8 ans, tu fais confiance à tes parents qu'il t'arrivera jamais rien de grave. Et c'est très troublant. Durant ma carrière, j'ai enquêté sur plusieurs morts d'enfants. Et c'est toujours tragique. Mais il y a généralement une explication. Mais là, c'est bien difficile de comprendre pourquoi une telle chose est arrivée à un enfant de 8 ans. Louise Desnoyers avance dans le lac avec Nicolas. Elle le serre contre elle et l'entraîne sous l'eau. L'enfant se débat, mais il ne parvient pas à se défaire de l'emprise de sa mère, qui le tient sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Louise Desnoyers ramène le corps de Nicolas sur la berge et regarde autour d'elle, à la recherche d'une corde qui lui permettrait d'attacher le corps de son fils pour ne pas qu'il dérive. Desnoyers prend son sac à main et en défait la sangle. Elle attache alors le corps de son fils à une bouée.
Juste cet élément que l'enfant se débatte, qu'elle soit obligée de le tenir sous l'eau, bien ça aurait dû la réveiller, si on peut dire, ou en tout cas la ramener à la raison. Et ça n'a pas été le cas. Elle a prémédité son geste, elle a commis des gestes très graves et elle a entraîné la mort de son enfant qui s'est débattu. Consciente de la gravité du geste irréversible qu'elle vient de poser, Louise Desnoyers tente de s'enlever la vie en se noyant. Les réflexes de survie l'emportent toutefois sur sa volonté de mourir et elle refait surface. Décidée à mettre fin à ses jours et à rejoindre Nicolas dans la mort, Louise Desnoyers remonte dans son véhicule et se rend sur la rive est d'Île-la-Motte. Elle stationne sa voiture sur le terrain d'un riverain, à l'abri de la route et des passants. Desnoyers fouille dans le coffre à gants à la recherche d'un stylo et d'un morceau de papier sur lequel elle écrit une note destinée à Réal et Maxime. Ça disait « Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu vous blesser ou vous faire du mal. Nicolas est avec moi. Je vous aime, Louise. » Puis, Louise saisit une des bouteilles de lave-glace qui se trouve dans sa voiture et les médicaments prescrits pour son mari pour traiter des problèmes d'articulation. Desnoyers avale les comprimés et le lave-glace. Elle grimace, mais malgré le cocktail mortel qu'elle vient d'ingurgiter, sa rage d'en finir avec la vie n'est pas terminée. Elle sort un ciseau coupe-ongle de son sac à main et se taillade les poignets. Elle abaisse le siège conducteur et s'étend, prête à se laisser mourir. Mais quelques heures plus tard, contre toute attente, Louise Desnoyers se réveille. Fortement intoxiquée, elle sort de son véhicule. Elle marche une vingtaine de mètres avant de se réfugier dans un hangar. Elle y découvre les instruments qui lui permettront d'achever son funeste plan. Elle enveloppe sa tête dans un sac et se passe une chaîne au cou. Dans quelques minutes, le manque d'oxygène lui fera perdre connaissance. Mais au même moment, un policier découvre son véhicule. Intrigué, il commence des recherches dans un périmètre rapproché. Il découvre Louise Desnoyers, proche d'une mort certaine. C'était clair là, que si quelqu'un ne la découvrait pas, elle était morte. Alors, évidemment, là, son but, c'était de mourir et malheureusement de prendre Nicolas avec elle. Les gestes de Louise Desnoyers marqueront les esprits et diviseront ses proches. La justice américaine devra trancher. Est-elle responsable de ses actes? Sa condition mentale excuse-t-elle le geste qu'elle a commis? Le 14 août 2006, à Île-la-Motte, au Vermont, Louise Desnoyers noie son fils Nicolas avant de tenter de se suicider. Elle est découverte in extremis par des policiers qui lui sauvent la vie. Le 17 août, Louise Desnoyers est formellement accusée du meurtre au premier degré de son fils, Nicolas Langlois. Dans les jours suivants, les procédures judiciaires débutent à la Cour de justice du comté de Grand Isle. Le jour où on va en cours, on voit la personne au bout de sa route, littéralement. On voit une personne qui est défaite, dont la vie n'a plus de sens. Elle a tué son enfant, c'est quand même pas possible, et elle a raté son suicide. Et en plus, son mari voulait plus d'elle. Et tout ce qui lui restait, c'était ses amis qui s'étaient déplacés au tribunal. L'état de santé de Louise Desnoyers se détériore et elle est jugée inapte à subir son procès. Son état mental après le crime, c'est une chose, et son état mental au moment du crime, c'en est une autre. Alors, le juge a déterminé, et le psychiatre aussi qui a produit une expertise, a déterminé qu'elle était
saine d'esprit, si on peut dire, qu'elle était responsable sur le plan criminel au mois d'août 2006 quand elle a tué son fils. Et après le geste, elle a, elle a plongé. Alors, c'est là où elle est devenue inapte. Et ça arrive. Louise Desnoyers est envoyée dans un hôpital psychiatrique relié à une prison. Réal l'aide, il est un peu mêlé, à savoir, je l'aide, elle doit tuer mon enfant, c'est encore ma femme, c'est la mère de mon autre fils. C'est sûr qu'il est mêlé lui aussi. Jusqu'à un moment donné où finalement, c'était clair qu'il ne voulait plus faire partie de l'équation. Quand j'arrivais chez nous, le téléphone sonnait, puis c'était elle qui était au téléphone. Donc je raccrochais. Moi, je voulais absolument pas y parler. Des fois, elle faisait du chantage à mon père, comme on a eu des problèmes avec notre maison, ce qui était à 2 noms. Je lui ai dit, s'il vient me voir, je vais vous donner l'autre moitié. Elle faisait du chantage de ce côté-là pour essayer de me revoir. Donc moi, je vais pas céder à ça, puis je veux pas la revoir non plus. Le 23 octobre 2008, 2 ans après l'incarcération de Louise Desnoyers dans un hôpital psychiatrique, les autorités médicales la jugent apte à subir son procès. Le 26 mars 2009, Louise Desnoyers dépose un plaidoyer de non-contestation. Sans admettre les faits qui lui sont reprochés, elle ne les conteste pas. Le 1er juillet 2009, presque 3 ans après le meurtre de son fils, elle comparaît au palais de justice de Grand Isle dans l'État du Vermont. That day, when I took my son's life and tried to take away mine, I was not myself. I was out of control and my mind was a big black hole. Quand les accusés s'adressent au tribunal, c'est pour les infléchir. C'est pour infléchir le juge, c'est pour lui dire « J'ai commis un geste atroce dans un moment de folie, dans un moment de dissociation, mais je suis une bonne personne et regardez la peine que j'ai. Je ne peux pas avoir de peine de sentence plus sévère que celle que vous allez m'infliger. De toute façon, je vais la purger toute ma vie, cette peine-là, parce que j'ai tué mon enfant et je ne peux pas vivre avec ça. » Après avoir entendu Louise Desnoyers, le juge se retire pour prendre une décision. L'avocat est venu s'asseoir à côté de moi, je le connais, pour lui avoir parlé. Je pense qu'il était en train de me dire qu'elle va avoir le maximum. Puis il me dit, c'était pas facile, hein, puis prépare-toi. Fait que la sentence est prononcée. So the sentence of the court will be 20 years to life. Louise Desnoyers écope d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, dont 15 à purger aux États-Unis. Tous les gens dans la salle sont les amis, ça pleure, c'est choqué. Louise est dans 1000 miettes, tata, elle ramasse. Je dirais que, vu qu'elle sentait que les trois, on était en train de se détacher d'elle, qu'elle était tout en train de perdre, donc elle a pris le plus faible pour dire « toi, tu t'en viens avec moi, je partirai pas toute seule. » Ou bien non, d'un autre côté, ça pourrait être dire « Regarde, qu'est-ce que ça fait de se séparer à mon père? » Envoyer un message à mon père, « Regarde, ça, c'est celui avec qui tu faisais beaucoup d'activités physiques, tu avais vraiment plus de fun. Je vais te l'enlever, puis tu vas me perdre avec. » Dans un deuil, il faut apprendre aussi à fermer les livres. Alors, j'ai fermé le livre là-dessus, puis j'essaie pas de savoir le pourquoi maintenant, aujourd'hui. Il faut vivre normalement, il faut avancer dans la vie. Il ne faut pas rester accroché sur des détails sur lesquels on n'aura jamais de réponse. Puis même si je chercherais toute ma vie, je n'aurais peut-être jamais de réponse. Souvent, on est... Même les enfants, on est mis d'écart, on est comme... Les parents, ils disent « l'enfant, il va s'en remettre plus tard », mais on s'en remet pas nécessairement des chicanes qui se passent ou des actes. Les parents devraient faire plus attention à ce qu'ils font devant leurs enfants, en famille ou n'importe où. Leurs actes ont des répercussions sur l'avenir, sur leurs enfants, donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Pour les proches des personnes présentant des symptômes de personnalité limite, il peut être très difficile de faire la différence entre le normal et le pathologique, et de voir que l'irréparable
pourrait se produire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?